quand pas moi c'est qu'on t'achète. Mais connaître mal fait qui va malhonnête. Mais ça pas dit moyen, parce que qu'on aime son vedette. 4 jambes red. Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. J'accueille Madame Maude Pulchéry. Vous êtes la porte-parole du collectif Alter Larivot. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur Plaisir, bonjour à tous les auditeurs. Je vous accueille suite à un entretien que nous avons réalisé avec Madame Gaëlle Pegamba, qui est donc la directrice de la centrale du Larivot. Et vous nous avez contacté suite à la diffusion de cet entretien pour réagir. Il faut dire que vous avez déposé un certain nombre de recours consécutif à ce projet. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les auditeurs et les internautes le sens de votre démarche ? Alors, je me présente, donc je suis Maude Pulchéry, donc porte-parole du collectif Alter Larivot. Je suis retraitée du ministère de la Transition écologique. Pendant 5 ans à la DEAL, j'ai été responsable des permis de construire. Après, je suis passée pendant 4 ans au développement durable. Voilà. Donc, pour moi, ce projet, si je reprends le permis de construire, ce projet ne respecte pas certaines normes. Il est, par rapport au plan de prévention des risques d'inondation, en zone de submersion marine. Et je montre ici, voilà le terrain, je ne sais pas si on voit bien, voilà le terrain en vert, où on voit que la quasi-totalité de ce terrain est concernée par la zone de submersion marine, avec une forte probabilité. Donc, le préfet a fait un porté à connaissance aux différentes collectivités pour leur dire, voilà la nouvelle cartographie qui s'applique. L'ancien plan et son ancienne cartographie ne peut pas être appliquée. Donc, vous devez tenir compte de cette nouvelle cartographie. Donc, le terrain du Larivot devient donc inconstructible du fait de ce risque, de cette servitude. Le préfet, je rappelle, est garant de l'élaboration des plans de prévention des risques et de leur application. Donc moi, je suis stupéfaite de constater que dans l'arrêté de permis de construire, il n'est pas fait mention de la révision du plan de prévention des risques, alors qu'il y a eu un porté à connaissance, et donc de la nouvelle cartographie qui s'applique. Donc à ce niveau-là déjà, je dis que quand on instruit un permis, on va d'abord regarder les servitudes. Et les servitudes, si elles disent non, eh bien c'est un refus sec sur la base de l'article R 111.2 du Code de l'urbanisme, qui dit refus sec. Or là, on a un avis favorable. Le mieux que le préfet aurait pu faire s'il n'avait pas voulu faire un refus sec, c'était de mettre un sursis à statuer. Ça veut dire qu'on prend le délai pour répondre. Dans ces cas-là, on a un délai de 2 ans pour répondre aux pétitionnaires. Mais ne pas délivrer tout de suite un avis favorable, en niant effectivement que lui, il est chargé de faire respecter les plans de prévention. Il y a un risque. Je rappelle que dans l'affaire Zintia, en métropole à la Faute-sur-Mer, le préfet a fait le porté à connaissance. Et quand il y a eu le jugement et que le préfet et le maire se sont retrouvés au tribunal, le préfet a dit, mais moi, j'ai fait le porté à connaissance. Le maire, il n'a pas respecté, c'est de sa seule responsabilité. Il a délivré des permis de construire, il y a eu des morts après. Donc là, dans notre cas, c'est le préfet qui remplace le maire, sincèrement. Parce qu'il a la connaissance. Ce qu'on fait, c'est la connaissance du risque. Quand on a la connaissance du risque, on ne délivre pas de permis de construire. Aujourd'hui, EDF, à vous entendre, et on comprend très bien le sens de vos propos, agit en toute légalité. Alors oui, EDF, j'ai vu Mme Pegamba dire qu'elle avait toutes les autorisations et qu'elle respectait les règles. Ben non, madame. C'est le cas. Elle respecte. Pourquoi, alors, dans ce cas-là, EDF a demandé au préfet d'écrire à l'autorité environnementale pour leur demander de ne pas appliquer le plan de prévention à leur terrain? Ils le savaient très bien. Vous pensez qu'EDF a fait pression sur un certain nombre... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas petite souris pour savoir ce qui s'est passé entre le préfet et EDF. Mais moi, je constate le résultat que
EDF a fait cette demande via le préfet. L'autorité environnementale a dit, ben, écoutez, il y a un plan de prévention qui est en révision, je vous dis de vous y référer. Donc voilà, donc il a botté en touche. D'accord. Et ce plan de prévention a été publié, porté à la connaissance du grand public depuis ce nouveau plan? Le nouveau plan, il est, comment dire, le porté à connaissance ne concerne, du préfet vers les maires, ne concerne que les collectivités, en fait. Ok. Ça ne concerne pas le grand public. C'est à la collectivité, au vu de la nouvelle cartographie, à fermer certaines zones de façon à ne plus qu'il y ait de construction sur ces zones. Ce sont des zones à risque. Okay. Donc EDF, pour se défendre, annonce posséder 100 hectares et sur ces 100 hectares, de pouvoir agir sans nuire aussi bien aux populations qu'aux communes limitrophes. Que répondez-vous à cela? Je reviens encore au plan de prévention. Le plan de prévention s'applique à tous, à l'État, aux collectivités, aux entreprises, aux particuliers. Et quand on a la connaissance du risque, on ne délivre pas de permis dans ces cas-là. Qu'attendez-vous aujourd'hui concrètement, que ce permis soit retiré, qu'il y ait de la part de l'État une nouvelle appréciation de ce dossier, que le projet puisse être revu? Moi, je demande que le permis soit retiré. Moi qui étais responsable des permis de construire pendant 5 ans, comme je viens de le dire, les bras m'en tombent quand j'ai vu sortir ce permis avec avis favorable. D'autant plus que le terrain, il est dans le schéma de mise en valeur de la mer. C'est un volet du SAR, ce qui fait que là où EDF veut mettre son entreprise, dans cette zone ne peut être autorisé que les entreprises qui ont un lien direct avec la mer. Donc une entreprise qui traite du poisson ou des choses comme ça. Mais à aucun moment, on ne peut mettre une centrale thermique avec du fioul dans ce genre de zone. Et pour ça, il a été demandé à la mairie de Matoury de modifier son document d'urbanisme de façon à enlever cette phrase qui dit « cette zone est réservée aux activités liées à la mer ». Si la mairie de Matoury enlève cette phrase, son plus va être illégal en fait, puisqu'elle ne va pas respecter le document supérieur qui est le SAR. Il a été demandé à la mairie par qui? C'est la préfecture. Donc cette centrale se construit sur une parcelle réservée à l'activité directe avec la mer, vous disiez tout à l'heure, mais il y a d'autres aspects également qui vous gênent. Donc, est-ce que ce sont les 100 hectares qui sont en zone inondable ou c'est juste une partie? Comme je l'ai montré sur la carte, je remonte la carte. Donc c'est la totalité qui est en zone... C'est la quasi-totalité du terrain qui est en zone de submersion marine. Et dans le permis, EDF a mis une étude hydraulique disant que oui, on ne va pas trop impacter les zones environnantes et tout ça. Je rappelle qu'ils sont donc en zone de submersion marine, qu'ils sont dans le champ d'expansion des crues, et qu'il y a un jugement de la Cour d'appel de Marseille, je crois, ou de Douai, l'une des deux, qui dit qu'on ne peut pas emblayer une zone d'expansion des crues. Donc, ils ne peuvent pas faire de remblai pour poser leur bâtiment. Donc là, s'ils font ça, ils seront dans l'illégalité. Et deux, ils auront une centrale les pieds dans l'eau. Je crois que vous avez fait un certain nombre de recours auprès de la préfecture. Quelles suites ont été données à ceci? Alors, j'ai fait 2 recours. Un sur la déclaration d'utilité publique pour l'oléoduc. Un autre sur les servitudes. Donc, alors, les servitudes pour les auditeurs, ce sont des oléoducs, oui, ça? Alors les servitudes, ce sont des bornes, une servitude forte, centrée sur l'oléoduc. L'oléoduc au milieu, de part et d'autre, il y a 5 mètres et 5 mètres, donc c'est 10 mètres de servitude forte. Après, vous avez 15 mètres, 7,50 et 7,50 pour les servitudes faibles. Ces 2 servitudes mènent à de l'expropriation. Après, vous avez la servitude de maîtrise de l'urbanisation, 41 mètres de part et d'autre. Donc, les personnes qui sont dans les 41 mètres, et ça, c'est clairement dit dans l'arrêté instaurant les servitudes,
qu'il y a un risque létal. Létal, je précise que c'est un risque de mort. Alors, donc cette centrale va être reliée au port de Dégradé-Cannes par l'oléoduc. Par l'oléoduc. Et sur les là où va être passé cet oléoduc, il ne devrait pas y avoir d'habitation à moins de 41 mètres. C'est pas tout à fait ça. En fait, par rapport à ce qui s'est passé à Toulouse et l'explosion de l'usine AZF, il y a eu des lois qui sont sorties. Il y a eu d'abord un rapport parlementaire qui dit qu'on ne peut pas venir, parce qu'à Toulouse, c'est l'urbanisation qui est venue rejoindre l'entreprise. Et après, bon, il y a eu des explosions, il y a eu des morts. Dans notre cas... C'était pas la même activité non plus. Non, ce n'est pas la même activité, mais c'est le même principe en fait. Dans notre cas, nous sommes en zone urbaine, du plus de Rémière-Montjoly, l'écoquartier et la zone Beauregard, et l'oléoduc coupe, en fait, passe dans la ville. Et suite à AZF, il a été dit qu'on ne peut pas venir recouvrir une zone de danger par une zone d'habitation, mais de la même façon qu'on ne peut pas venir recouvrir une zone d'habitation par une zone de danger. On est dans le dernier cas. Une zone de danger vient recouvrir les habitations de toutes les personnes qui habitent le long de l'oléoduc. Et donc, pardon, excusez-moi. Et donc, l'arrêté du préfet instaurant les servitudes, il cite l'article L555-16 du Code de l'environnement, mais cet article, il fait référence à une canalisation de transport d'hydrocarbures existante en service. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est une nouvelle construction. Donc, il faut dire que c'est l'article L555-9 du Code de l'environnement qui s'applique. Et dans cet article, on dit bien attention aux zones urbaines des pluies. Et vous vous interrogez également sur la nature de cette centrale. Vous vous attendiez à un projet répondant au développement durable, et ce qui n'est pas le cas, et cela vous dérange. Oui, parce que bon, avant de terminer, je voulais juste dire aussi et montrer que dans la zone du Larivot, ici, il y a un périmètre d'OIN, l'opération d'intérêt national. Et là-dessus, il y aura une ZAC. Et là aussi, eux aussi seront concernés par le tracé de l'oléoduc et les 41 mètres. Et je précise qu'il faudrait peut-être un décret pour modifier le décret qui a été pris instaurant l'OIN. Bref. Quelle sera la longueur de cet oléoduc? Alors, cet oléoduc, il part du port de Dégradé-Cannes et il arrive donc à la centrale au Larivot. Il fait 14,2 km. Et Rémière-Montjoly supporte quasiment 9 km. D'accord. Et sur le tracé, donc il y a aujourd'hui... Sur le tracé, il passe devant l'écoquartier Georges Ottilie à Rémière-Montjoly. Il coupe la zone urbaine Beauregard de part et d'autre. Et ces personnes devraient être expropriées? Elles sont expropriées quand elles sont dans la servitude forte ou dans la servitude faible. D'accord. Après, sur les 41 mètres, qui est la maîtrise de l'urbanisation, non, elles sont seulement en danger, seulement en risque de mort. D'accord, très bien. Et donc on parlait de la nature de la centrale, puisque pour bien expliquer aux auditeurs et internautes, cette centrale vient remplacer la centrale de Dégradé-Cannes qui est en fin de vie et qui ne répond plus aux normes actuelles. Donc il fallait bien trouver un terrain pour construire cette nouvelle centrale, sauf que l'emplacement qui a été choisi est en zone inondable, et il y a d'autres points, comme vous l'avez détaillé tout à l'heure, qui ne sont pas respectés. Notamment, normalement, cette zone est réservée à une activité directe avec la mer, et dans le cas de cette centrale, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Maintenant, venons-en à parler de la nature de cette centrale, qui est donc une centrale thermique aux biomasses. Alors, biomasse, je précise que l'arrêté du préfet est pour du fioul domestique, qu'il n'y a pas eu un nouvel arrêté disant que finalement on va passer à de la biomasse, que ça va être à base de colza, comme j'ai entendu dire. Pour l'instant, on est basé sur l'arrêté qui a été pris par le préfet.
D'accord, donc nulle part il n'est mentionné le fuel, autorisant, la biomasse, pardon. autorisant cette centrale parle de fuel domestique. On D'accord. reste là. Il n'y a aucune obligation pour EDF, comme le dit la préfecture d'ici 2 ans, de faire une étude et de dire on va passer à la biomasse. Il n'y a aucune obligation d'EDF de passer à de la biomasse. Il faut en arrêter, précisons ça. Madame Gaëlle Pey-Gambard était à votre place et elle a insisté sur le fait que ça allait être une centrale thermique aux biomasses et pour alimenter cette centrale, on allait utiliser du diesel. Alors le diesel, pour moi, ce n'est pas... pour vous, c'est de l'énergie fossile. Le diesel, pour moi, c'est de l'énergie fossile. Okay. Bon, ce qu'on appelle, contrario de l'énergie propre. Hein, ce qu'on appelle biomasse liquide, ce sont des agrocarburants. Alors, les agrocarburants, c'est fait à partir d'huile de palme, à partir de soja, à partir de colza. Bon, le ministère a clairement dit, le ministère de la Transition écologique a clairement dit que huile de palme et soja, c'était non. Donc, il ne reste plus que l'huile de colza. Maintenant, d'où va venir cette huile, cet agrocarburant? En sachant qu'en métropole, dans l'Hexagone, il n'y en a pas suffisamment. Donc, il va forcément venir de Chine. On se doute bien. Hein? Donc, après, on se dit, mais quel est le bilan carbone, finalement, de cette entreprise? On est en plein changement climatique. On demande à chacun de faire des efforts. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que la préfecture, sachant que cette autorisation a été signée par le précédent préfet, là aussi dans un esprit de clarté, donc cette autorisation qui permet aujourd'hui à EDF d'installer cette centrale a été donnée par l'ancien préfet. Est-ce que on sait que depuis, il a été remplacé par Monsieur Kefelec? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer à ce sujet? Non. J'ai écrit, donc j'ai fait 2 recours à la préfecture, un sur la déclaration d'utilité publique, un sur les servitudes. Je n'ai reçu aucun courrier, aucune demande de rendez-vous, rien. J'ai resté lettre morte. Donc EDF semble rester dans ses bottes, c'est le cas de le dire, puisqu'ils ont une autorisation qui leur a été accordée par la préfecture de la Guyane. Il laisse même entendre que cette autorisation est venue directement du ministère de l'écologie à Paris, donc au plus haut niveau. Qu'est-ce que, à partir de ce moment, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'autre dans ce dossier? Comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai vu le ministère de la Transition écologique aller en appel pour défendre les plans de prévention des risques. Je demande à la ministre de défendre le plan de prévention des risques de l'île de Cayenne. Puisque le préfet ne fait pas, l'ancien préfet n'a pas fait respecter le plan de prévention des risques. Alors, quand ce permis a été accordé par l'ancien préfet, est-ce que le plan de prévention des risques était déjà en vigueur? Alors, le préfet a fait un porté à connaissance pour dire, voilà, il a fait un porté à connaissance, aux collectivités, en disant, voilà la nouvelle cartographie du plan de prévention des risques que vous devez appliquer. Donc, il dit aux communes, voilà, je vous demande de faire ça et pas autrement. Parce que, il ne faut pas mettre en danger l'application du nouveau plan. Derrière, le préfet qui d'une main fait le plan de prévention et de l'autre main signe un arrêté favorable. Donc il ignore lui-même le plan de prévention qu'il est chargé d'élaborer et de faire respecter. Mais cet arrêté, est-ce qu'il est antérieur au plan de prévention? À ce plan de prévention qui a été porté à la connaissance des collectivités? Alors là, je ne sais pas à quelle date a été fait le plan de prévention, le porté à connaissance. Mais en tout cas, j'ai une délibération donc, de la commune de Matoury, délibération du 6 juin 2017, où effectivement, la commune fait mention du territoire à risque important d'inondation
Et donc, de sa communication, on date du 26 janvier 2017. Hein. Donc voilà, donc ils ont l'information. Donc la commune, si elle avait agi, c'est vrai, rapidement, la communication de la nouvelle cartographie aurait permis de fermer la zone. Ce qui n'était pas le cas au moment où le permis a été accordé. Alors la zone était ouverte par rapport au plus de Matoury, mais je répète, quand on a instruit un permis, on va d'abord rechercher les servitudes. Et si la servitude, le PPRI dit que c'est non, eh ben c'est un refus sec. Sur la base de l'article R111-2 du Code de l'urbanisme. Donc cette centrale risque d'être construite sur une zone de submersion marine. Et vous dites également que EDF n'a pas eu de certificat d'urbanisme pour cette construction. Oui. Pour moi, lorsque EDF a déposé donc, son permis de construire, il y a des cases à cocher dans les primés. Et ils ont coché, avez-vous eu un certificat d'urbanisme? Ils ont coché non. Donc ils n'ont fait aucune demande de certificat d'urbanisme. Et puis je reviens aussi sur le fait que quand on veut acheter un terrain, on va voir son notaire. On lui dit, bon voilà, je veux acheter ce terrain et le notaire a un devoir de conseil vis-à-vis de son client. Donc le notaire demande ne serait-ce qu'un certificat d'urbanisme de petit A. Parce que pour ce niveau de projet, il aurait fallu demander un certificat d'urbanisme opérationnel, en sachant très bien que c'était une centrale thermique qui allait venir là. Et donc, le notaire aurait eu la réponse de la DEAL en disant, ben, attention, cette zone, le PPRI est en révision et cette zone est en zone de submersion marine en totalité. Et là, ça aurait été un certificat d'urbanisme négatif qui ne donne pas droit à permis de construire après. Vous-même, vous habitez à proximité de cette nouvelle centrale? Je n'habite pas à proximité de la nouvelle centrale, mais j'habite sur le long, j'habite à côté de l'écoquartier Beauregard, le long du tracé de l'Oléoduc, et ma maison, elle est entièrement en zone de danger. D'accord. Je suis dans les 41 mètres avec un risque létal, un risque de mort. Madame Maude Pulchéry, je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Alter Larivot, retraité également de la DEAL. Quels sont les recours que vous avez déposés, n'ont pas eu de suite de la préfecture? Quelles sont les autres actions que vous comptez mener pour amener à une révision de ce projet, sachant que les travaux ont déjà démarré? Oui. Donc moi, à mon niveau, je ne peux faire qu'un recours au TA sur les servitudes, parce qu'il faut être directement concerné pour porter un recours. Donc moi, je suis concernée en propre par l'oléoduc, puisque ma maison est en zone de danger. Donc là, effectivement, j'ai fait un recours gracieux qui est resté lettre morte, donc j'ai eu un rejet implicite. Donc là, je ferai un recours au TA. Parfait. Écoutez, merci d'avoir été notre invité. Vous aviez souhaité vous exprimer sur ce dossier. L'occasion vous était donc donnée de pouvoir le faire. Donc affaire à suivre. Oui. Voilà, cette interview est à retrouver en radio sur Cayenne, sur 107.6, à Saint-Laurent-du-Maroni, sur 89.2, en multidiffusion et sur l'ensemble des réseaux sociaux en vidéo. Madame, merci. Merci à vous.